Au pied du fort L'Écluse, le Rhône a façonné un site naturel remarquable. Un terrain de jeu prisé par tous les passionnés de kayak. Aujourd'hui, Pierre Descotes a invité un petit groupe d'amis. Au programme, une randonnée à la découverte du Rhône sauvage. Allez, on accélère. Regardez le fort là, magnifique. C'est beau. C'est chouette, on a vraiment le bol parce que c'est en train de se lever juste au moment où on passe dessus. Ouais. Sinon, on n'aurait même pas vu. C'est le début de l'automne, il est 8 h du matin. Là, c'est le bonheur. Là, c'est le bonheur de glisser. Avec ce type de bateau, ça glisse tout seul, donc on se fatigue pas, quoi. C'est ça le plaisir quand tu vois la pointe qui glisse dans l'eau comme ça. T'as les reflets du bateau. C'est cool, hein? Ouais. Ouais. C'est sûr. Le pont SNCF qui permet au train d'aller entre Lyon et Genève. On est un peu en amont de Bellegarde. C'est une voie super importante là. Un super beau viaduc, impressionnant. C'est pareil, pas besoin de baisser la tête pour passer dessous. On a des milliers d'habitants derrière nous à quelques kilomètres avec Genève. La Suisse est juste derrière là. Et tu penses pas qu'on peut avoir une végétation pareille, un calme pareil, une nature aussi intacte, quoi. Pas de route, pas de bruit de voiture. Into the wild. Seul au monde. Un peu plus loin, Pierrot et ses amis s'apprêtent à longer les plateaux de Savoie et l'immense réserve naturelle du Haut-Jura. Ces falaises de calcaire, qui dominent le fleuve, sont inaccessibles depuis la route. Elles offrent pourtant de belles surprises. Venez voir comme c'est beau là. Pierrot connaît sur le bout des doigts chaque recoin de ses rives. Ça, c'est comme un endroit fabuleux. Il veut montrer à ses amis une curiosité naturelle spectaculaire, les gorges d'Étine de Parnan. C'est beau, hein? Sympa là, hein? On dirait les Calanques. Et c'est chez nous. Oh là là. Ici, la falaise a été entaillée sur quelques centaines de mètres par un petit affluent du Rhône. Eh, c'est magnifique. Yes! Oh là là. C'est génial. Génial, génial. Waouh. Cet affluent s'appelle le Parnan. En creusant la roche, il a provoqué un phénomène géologique très courant dans la région. Ça s'appelle une marmite des géants en fait. Comme la roche, elle est vachement tendre. Le courant, il fait comme une meule. Des fois, t'as même encore des cailloux au fond qui tournent, qui érodent. Et ça meule tout doucement là. Ça fait des énormes mouvements d'eau des fois là, quand c'est en crue. Ça fait un peu comme un siphon là-dedans. Juste à côté des gorges du Parnan, Pierrot les emmène maintenant sur un site naturel qui a fait la richesse de la région. On va passer sous le rocher. Baisse la tête. Faites gaffe, c'est très glissant. C'est un endroit secret et surtout difficilement accessible. Sur les berges du Rhône, nos kayakistes vont découvrir une activité historique liée au fleuve. Et voilà l'entrée de la première carrière gigantesque, hein, là. Vous allez pouvoir préparer vos frontales.
Une activité presque oubliée aujourd'hui. Regarde, là, il y a du verre. Il fait doux, là. Ouais. Ah, là, impressionnant. Voici Sainte-Foy, l'une des plus anciennes carrières du Rhône. Une immense cathédrale de calcaire qui s'étend sur plus d'1 hectare. Les lumières et tout, c'est contre-jour, c'est magnifique. C'est génial. On a ça à 10 minutes de la maison et c'est la première fois que je viens. Et c'est... On croirait pas qu'il y ait tout ça autour et c'est vraiment une belle et grande découverte. C'est vraiment génial. La visite se poursuit à l'intérieur de ces carrières souterraines, vers le lit du Rhône. Faites gaffe, c'est un peu en équilibre. Baissez la tête. C'est impressionnant. Hein. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, les carrières de Sainte-Foy fournissent un matériau très recherché, la pierre blanche de Seyssel. Pas de pollution. On dirait comme du calcaire, presque. Cette pierre a permis de construire une grande partie des monuments de Lyon et de sa région. Regardez un peu la taille des blocs qui se charriaient, les gars. On voit des amorces de blocs prédécoupés déjà. Celui-là, il était bientôt prêt. Ces blocs étaient ensuite acheminés par bateau sur le Rhône. Regardez un petit peu. Là, on arrive vraiment à des endroits les plus anciens sûrement du site. Sur les berges, on peut encore voir les traces des scellements des quais de chargement. C'est époustouflant. Tout ce travail, tout ce côté sauvage. Quand tu arrives ici en kayak, tu as toujours cette impression de découverte. D'être le premier à découvrir un coin, et c'est ce qui est majestueux, formidable. Les carrières de Sainte-Foy ont été abandonnées au XIXe siècle. Mais certains ont eu l'idée de leur donner une nouvelle vie. Waouh! Ça fait un drôle de changement là. On passe de milieu aquatique à un milieu souterrain et en plus, avec le parfum du fromage là, ça embaume. Combien il y a de meules, Philippe? Là, vous en avez 2500 dans cette 2500 là devant nous. Dans les années 50, une famille a converti ces carrières de Haute-Savoie en cave d'affinage pour le comté. Moi, c'est la 3e génération, donc c'est mon grand-père qui s'est installé ici. C'est parce qu'on a la température et l'hygrométrie constantes. Donc c'est parfait pour l'affinage lent du comté. Combien de kilos? 35 à 40. 35 kilos. Ça fait son poids. La médaille d'or. Dans ces caves, le comté mûrit pendant 8 mois minimum. Les plus vieux, ça doit bien être ceux-là, hein, par là. C'en est, ouais. Ouais. Là, on voit qu'il y a de la... Au plus loin, ouais, après les croûtes, Il y a de la cuisson, elles foncent là. avec. Pour certains clients, on arrive jusqu'à 30-36 mois. Waouh! Mais c'est vraiment des demandes particulières pour des comtés haut de gamme. Le comté est un fromage d'appellation contrôlée. Il ne peut être produit n'importe où en France. Pour vieillir dans ces caves exceptionnelles, il a fallu obtenir une dérogation. On est le seul affineur qui n'est pas dans le Doubs, le Jura et l'Ain. On est un petit peu à part. On est rentré dans l'appellation en 1999. On a fait une enclave uniquement pour les caves. Le travail du pivert. Pour nos kayakistes, ces caves sont une pause gourmande inespérée. On a bien fait de s'arrêter, les enfants. Là, ça redonne des forces pour repartir. Ouais. On va prendre 10 meubles, s'il te plaît. Ça se verra pas dans le kayak. Non, ça se verra pas. 24 mois. Là, c'est de l'agréable. Là, c'est de l'agréable. En aval des carrières, la petite ville de Seyssel était l'un des grands ports fluviaux de la région. Elle occupe une position stratégique sur le fleuve. Jusqu'en 1860, le Rhône marque la frontière entre la France, rive droite, et la Savoie, rive gauche. Et tu vois, ce très vieux pont, là, on va passer dessous, qui a toujours été un peu un passage névralgique, ce pont, là. Ça a toujours été le souci pour rejoindre ces deux rives. Il était en bois dans le temps. Puis, début 1800, il a cet aspect-là.
Après Seyssel, le Rhône change d'aspect. Pierrot et ses amis naviguent désormais vers les îles de la Malourdie, une zone Natura 2000 constituée de marais et de plaines inondables. Voilà, on arrive au barrage de Meaux, hein, donc fatalement, comme il n'y a pas d'aménagement pour les kayakistes, eh bien, on est obligé de descendre et de porter les bateaux sur quelques centaines de mètres. Le barrage de Meaux est l'un des nombreux aménagements hydrauliques qui barrent le fleuve. En France, un quart de l'électricité est produite grâce au Rhône. Et tout a commencé près d'ici, à Génissia. Sur le Rhône, non loin de la frontière suisse, entre Bellegarde et Seyssel, Génissia. Printemps 1939, le premier barrage hydroélectrique français est construit sur le Rhône, à Génissia. C'est le plus grand chantier de toute l'Europe occidentale et un véritable défi technologique. Pour bâtir la plus grande usine électrique de tous les temps, les ingénieurs détournent le cours du Rhône. Le barrage nécessite 700 000 tonnes de béton qui doivent permettre de résister à la force du fleuve. Interrompu pendant la guerre, ce chantier spectaculaire se termine en 1948. Plus de 50 ouvriers y trouveront la mort. Aujourd'hui, le barrage de Génissia est classé patrimoine industriel du XXe siècle. À partir de Génissia, le Rhône se divise en deux. D'un côté, un canal pour amener l'eau du fleuve vers les centrales électriques. De l'autre, le lit historique du Rhône, qui a été préservé. Allez, c'est parti pour l'aventure. Le Rhône sauvage. Un itinéraire bis qu'à cet endroit, seuls les kayakistes peuvent emprunter. Les très vieux chênes, ils disent. Ils seraient immergés depuis des siècles et ils pourrissent pas. Hein. Regarde celui-là, là. Vous regarderez, là, c'est tout rongé par les castors. En fait, toute cette végétation, parfois, elle est toute recouverte d'eau. Hein. Les crues envahissent toutes ces îles. Parfois, elles disparaissent quelques heures, quelques jours. Donc, on est loin de s'imaginer aujourd'hui qu'il peut y avoir 3-4 mètres d'eau en dessus de nous, parfois. Hein. Au fil des siècles, les crues du Rhône ont façonné son paysage. À côté du lit historique du fleuve, elles ont creusé des bras secondaires, qu'on appelle des launes. Indispensables à l'équilibre écologique du fleuve, ces launes se vident et se remplissent au gré des crues. Ainsi, elles absorbent le trop-plein du Rhône et limitent naturellement les inondations. Mais là, on se trouve dans une des nombreuses launes du Rhône. Hein. Ces bras un petit peu morts, un petit peu dérivatifs, qui sont d'anciens méandres. Et puis, nous, en kayak, c'est là qu'on va venir chercher la solitude, la tranquillité, tu vois, la paix. Chercher un peu les animaux. Le côté sauvage de notre descente, c'est là la récompense. Tu vois. Pourtant, ces launes, qui étaient en voie d'assèchement, ont bien failli disparaître. Il y a 10 ans, elles ont été réaménagées grâce à un programme scientifique.